Selon la tradition, Alexandre serait né en 356 avant Jésus-Christ à Pella, capitale du royaume de Macédoine, un état au nord de la Grèce, la nuit même où Érostrate a incendié le fameux temple d'Artémis à Éphèse, et qui constituait l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est l'un de ses biographes, Plutarque, le célèbre auteur romain d'origine grecque, qui se charge de nous rapporter cette affirmation. Il nous décrit également l'aspect physique d'Alexandre, le front haut, des cheveux châtain clair bouclés, aux reflets cuivrés, et porteur d'une particularité, à savoir des yeux verrons, l'œil droit étant de couleur sombre, et l'œil gauche de couleur bleue. Son père est le roi Philippe II, un monarque qui par ses talents de stratège, de politicien et d'administrateur, a permis au royaume de Macédoine de devenir une puissance incontournable en Grèce, à tel point qu'il finira par étendre son hégémonie sur tout le monde grec. Sa mère, Olympias, possède, elle, un caractère bien trempé. À la fois ambitieuse et autoritaire, elle se montre également sans pitié. Mariée très jeune par son oncle au roi Philippe, elle vient d'une région de Grèce que l'on nomme l'Épire. Elle se dit descendante d'Achille, le célèbre héros de l'Iliade, et ne cessera de le répéter au jeune Alexandre, lui procurant ainsi une confiance inaltérable en lui-même. Très religieuse, elle est rompue depuis son enfance au rite sacré. En effet, avant d'épouser Philippe, elle était prêtresse de Zeus et leur rencontre eut lieu sur l'île de Samothrace lors de son initiation au mystère des grands dieux. Elle a un goût pour le mystique, on dit même que la nuit venue, elle avait pris l'habitude de dormir en compagnie de serpents. Son mari Philippe, au courant de cette pratique, aurait ainsi petit à petit délaissé le lit conjugal, n'hésitant pas à se livrer à de nombreuses infidélités. Le côté occulte se traduit également dans ses propos. Elle ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas conçu Alexandre avec Philippe, mais avec Zeus, le dieu des dieux. Ainsi, elle raconte qu'une nuit, la foudre, la tribu même du dieu de l'Olympe, l'aurait frappée, permettant ainsi à ce dernier de la féconder. Alexandre grandit ainsi, au milieu de parents en conflit permanent, tiraillé entre un père qui attend énormément de lui, puisqu'étant son seul héritier mâle, et une mère qui se sert de lui pour discréditer son époux royal. Heureusement, Alexandre peut compter sur l'enseignement de son précepteur, le fameux Aristote, que son père Philippe a choisi pour lui, afin de lui inculquer le savoir et la pensée grecque qui lui permettront de devenir un grand roi. Aristote va également rédiger pour lui une édition de l'Iliade, un ouvrage qu'il gardera précieusement avec lui dans ses campagnes et dont il tirera sa ligne de conduite. Son modèle héroïque étant bien évidemment Achille. Il forge également chez son élève la conviction que la Grèce peut être unifiée sous l'égide d'un monarque afin de faire triompher l'hellénisme à travers le monde. Alexandre n'est pas le seul à profiter de cet enseignement. Autour de lui, ses futurs compagnons d'armes, Héphaïstion, Ptolémée, Perdiccas, Eumène, Séleucos, Philotas et Callisthène. Tous des fils de rois et de nobles qui formeront plus tard la cavalerie lourde des compagnons, à la fois unité d'élite et véritable clan. Afin de créer une cohésion très forte entre eux, ils suivent ensemble un entraînement militaire et sportif intensif. Alexandre, en futur guerrier, apprend ainsi tout jeune le maniement des armes ainsi que l'équitation. En parlant d'équitation, on peut difficilement passer sous silence un épisode sans doute relevant de la tradition, mais qui est cité par les auteurs antiques, Plutarque et Arrien, à savoir le dressage de Bucéphale. Ce dernier est un cheval dont le nom en grec signifie bœuf, et qui fut proposé au roi Philippe. Ce dernier le trouvant trop farouche, refusant de l'acheter. Alexandre, qui a assisté à la scène, se propose de dompter l'animal. Son père accepte finalement, mais à une seule condition. Si son fils échoue, il devra payer lui-même la somme considérable que représente le cheval. Le jeune prince, qui a remarqué que ce dernier a peur de son ombre, parvient à le placer face au soleil, le temps de le calmer et de le monter. Voyant la réussite de son fils, le roi se serait écrié « Mon enfant cherche un royaume à ta mesure, la Macédoine n'est pas assez grande pour toi, car c'est toi le nouveau roi. » Dès lors, Alexandre et Bucéphale ne formeront plus qu'un sur les champs de bataille, son destrier le suivant dans toutes ses campagnes militaires. Est-ce suite à cet épisode que Philippe a entrevu tout le potentiel d'Alexandre? Toujours est-il qu'il confie à son fils, alors âgé d'un peu plus de 16 ans, la régence du royaume de Macédoine, pendant qu'à la tête de ses troupes, il mate les cités grecques opposantes. En moins 338, à Chéronée, Alexandre subit son baptême du feu. En effet, cette année-là, il fait ses preuves en commandant la cavalerie qui va tailler en pièces le bataillon sacré des Thébains, unité jugée à l'époque invincible. Le jeune prince en ressort grandi, et tout conduit à penser qu'il reste le successeur indiscutable de Philippe II. Cependant, une ombre vient ternir ce succès. Le roi vient de se remarier avec une certaine Cléopâtre, qui n'est autre que la nièce du puissant général Attale. La tradition veut que lors de leurs noces, une dispute éclate entre Philippe et Alexandre. En effet, le fameux Attale porte volontairement un toast au futur héritier légitime,
à savoir le fils que porte en elle la nouvelle reine. C'en est trop pour Alexandre qui jette sa coupe de vin à la tête de l'impudent. Philippe se lève pour corriger son fils, mais complètement ivre, il s'effondre sur le sol. Alexandre ne peut s'empêcher de s'écrier en s'adressant aux invités. Voilà celui qui voulait passer de l'Europe à l'Asie. En passant d'un lit à l'autre, il a trébuché. Cependant, coup de théâtre. Philippe est assassiné officiellement par un certain Pausanias, qui garderait une rancune envers lui suite à un viol qu'il aurait subi. Toujours est-il que de forts soupçons pèsent sur Olympias, la reine déchue. Le grand roi de Perse est également à mettre sur la liste des suspects. Il aurait en effet très bien pu commanditer le meurtre afin de mettre un terme aux préparatifs militaires mis en place par Philippe dans le but d'envahir son empire. Alexandre lui-même était-il au courant de cet assassinat? Nous ne le saurons sans doute jamais. Ce qui est certain, c'est qu'à 20 ans, il se retrouve à la tête de la Macédoine avec la lourde tâche de succéder à son père. Son seul désir, poursuivre l'œuvre inachevée de Philippe et partir à la conquête de la Perse, devenant ainsi l'égal des grandes figures de l'Iliade qui le font rêver depuis son enfance. Un problème cependant se pose. La mort du redouté roi de Macédoine conduit certaines villes grecques à se rebeller. Ces dernières pensent se défaire facilement d'un jeune roi arrivé prématurément sur le trône. Elles se trompent lourdement. D'une part parce qu'Alexandre a été bien préparé par son père. D'autre part parce que le jeune souverain peut compter sur des généraux de qualité tels que Parménion, Perdiccas ou Antipatros, et sur la puissante armée macédonienne. Une armée macédonienne sans doute la meilleure du monde, constituée des célèbres phalanges, une formation de lanciers, conçue pour anéantir l'infanterie ennemie lors du choc. Positionnés en rang serré, les soldats sont équipés de boucliers ronds et surtout de la fameuse saris, une lance macédonienne de 6 à 7 mètres de long. À cela s'ajoute une unité d'élite, les compagnons du roi, constitués de cavaliers choisis parmi la noblesse et qui a permis à Alexandre d'effectuer ses premières armes. C'est donc avec cette puissante armée qu'il va mater sévèrement tous ceux qui s'opposent à lui en ce début de règne, notamment la ville de Thèbes en Grèce, qui servira d'exemple. Alexandre fait massacrer près de 6000 de ses habitants, réduit les survivants à l'esclavage et rase complètement la ville, à l'exception de la maison du poète Pindare qu'il admire tant. Débarrassé de ses opposants en Grèce, Alexandre peut désormais se tourner vers la Perse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il s'agit d'une première partie de la vie d'Alexandre le Grand. En effet, difficile d'évoquer sa vie en une seule et même vidéo. La deuxième partie portera sur la conquête de l'Empire perse. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à poster un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.